J'étais en train de plier le linge de mon fils quand je l'ai vu. L'enveloppe couleur crème aux bordures dorées, adressée à ma voisine. Par la fenêtre, je l'ai vu l'ouvrir, sourire et l'accrocher à son réfrigérateur. Une invitation de mariage. Son invitation de mariage. Mes mains se sont figées en plein pli. 7 ans. 7 ans depuis qu'il a quitté notre appartement avec 2 valises et la promesse d'envoyer de l'argent pour notre fils. 7 ans de silence. Pas d'appel pour les anniversaires. Pas de pension alimentaire. Aucune explication. Et maintenant, apparemment, il allait se marier. Je n'ai pas été invité. Bien sûr que je n'ai pas été invité. Mais tous les autres dans notre ancien quartier, oui. Le couple qui gardait nos enfants. Ses anciens collègues. Même le monsieur qui nous avait vendu notre premier sapin de Noël. Tous, sauf la mère de son enfant. Tous, sauf la femme qui travaillait comme serveuse le soir tout en étudiant les soins infirmiers le jour, essayant de se reconstruire une vie à partir des décombres qu'il avait laissés. Mon fils avait 6 ans. Il posait encore des questions sur son père. « Maman, pourquoi papa ne vient pas me voir ?» J'avais appris à sourire à cette question, à répondre des choses comme « Papa est occupé » ou « Papa t'aime, il est juste loin ». Mais comment expliquer à un enfant que son père est assez proche pour inviter des inconnus à son mariage, mais pas assez pour se souvenir de son anniversaire? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. L'injustice me brûlait la poitrine comme de l'acide. Je faisais les 100 pas dans notre petit appartement, passant devant les meubles de seconde main, devant les murs que j'avais peints moi-même, devant les photos du premier jour d'école de mon fils, des événements que son père avait manqués, qu'il manquerait toujours. Et puis j'ai fait quelque chose d'inexplicable. Je me suis assise à ma table de cuisine à 2 heures du matin, j'ai pris une feuille de papier et j'ai commencé à écrire. Pas à lui. À elle. À la femme qui allait épouser l'homme qui m'avait détruite. Je ne l'ai pas écrit sous le coup de la colère. Je l'ai écrit avec sincérité. Chaque mot était comme arraché des éclats de verre d'une vieille blessure. Je lui ai tout dit, non pas pour lui gâcher la journée, mais parce que quelqu'un devait savoir. Quelqu'un devait comprendre ce dont il était capable de se détourner. Quand j'eus terminé, mes mains tremblaient. La lettre faisait 3 pages. Je l'ai scellée, adressée à son nom sur le lieu de l'événement, et avant de pouvoir changer d'avis, je l'ai déposée dans la boîte aux lettres à l'aube. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle le lise. Je ne m'attendais pas à ce que cela l'intéresse. Mais 3 semaines plus tard, le jour qui aurait dû être son mariage, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Quand j'ai décroché, une voix de femme a murmuré 7 mots qui ont tout changé. Je dois savoir si c'est vrai. Sa voix tremblait au téléphone. Non pas de colère, mais de terreur. Est-ce vrai qu'il a un fils? J'ai fermé les yeux et je me suis entendu dire « Oui. Il s'appelle Daniel. Il a 6 ans. » Le silence a duré si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Puis, « Dis-moi tout. S'il te plaît. J'ai besoin de savoir qui je vais épouser. » Et voilà, j'ai été ramenée en arrière. Au début. À l'époque où je croyais en lui. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 23 ans et que je travaillais le matin dans un restaurant près de l'université. Il venait tous les mardis et jeudis, commandait toujours un café noir et du pain complet grillé, et laissait toujours un pourboire généreux. Il avait ce sourire, de ceux qui vous donnaient l'impression d'être la seule personne au monde. Après 3 mois de conversation banale, il m'a finalement invité à sortir. Je suis tombée amoureuse très vite. Trop vite. Il était plus âgé, sûr de lui, et déjà bien installé dans sa carrière de directeur des ventes. J'étais encore en pleine recherche de ma voie. Il me rassurait, comme s'il détenait toutes les réponses. Nous avons emménagé ensemble au bout de 6 mois. J'ai quitté l'école pour travailler à plein temps quand il a dit qu'il fallait qu'on économise pour acheter une maison. Juste temporairement, m'a-t-il promis. Dès qu'on sera stable, tu reprendras tes études. Je te le promets. Je l'ai cru. J'ai tout cru. Quand je suis tombée enceinte, j'ai cru que c'était le début de notre vraie vie à 2. Au début, il semblait ravi. On parlait de prénoms, on a peint la chambre du bébé en bleu pâle, il m'a tenu la main pendant la première échographie. Mais quelque chose a changé après la naissance de Daniel. Il a commencé à travailler plus tard et rentrait à la maison avec une odeur de cigarette et de parfum qui n'était pas le mien. Quand je lui demandais pourquoi, il me disait que j'étais paranoïaque, que la maternité me rendait folle. La nuit de son départ, Daniel avait 3 mois. J'étais épuisée, couverte de régurgitation, et j'essayais de calmer un bébé qui souffrait de coliques à 2 heures du matin. Il est entré dans la chambre avec ses 2 valises déjà prêtes. « Je ne peux pas faire ça », a-t-il dit.
Comme ça. 4 mots. Je ne peux pas faire ça. Je me souviens l'avoir regardé fixement, Daniel hurlant dans mes bras, et lui avoir demandé « Tu ne peux pas faire quoi? Être un père? Être un compagnon? Tu ne peux pas faire quoi ?» Il refusait de me regarder. Je ne suis pas prêt pour cette vie. Je le croyais, mais je ne le suis pas. J'ai besoin d'espace pour y voir plus clair. De l'espace. Ma voix s'est brisée. Votre fils a 3 mois. Vous n'avez pas droit à de l'espace. Vous êtes son père. Il posa la main sur la poignée de porte. Je t'enverrai de l'argent. Je t'appellerai. Je dois y aller. C'était il y a 7 ans. L'argent n'est jamais arrivé. Les appels non plus. Il a tout simplement disparu. Il a changé de numéro, déménagé, et m'a bloqué partout. J'ai appris par des amis communs qu'il avait obtenu une promotion, emménagé dans un immeuble du centre-ville et recommencé à zéro, comme si nous n'avions jamais existé. Et je me suis retrouvé avec un bébé qui hurlait dans un appartement d'une seule pièce, avec $600 sur mon compte bancaire et sans la moindre idée de comment survivre. Mais voilà, quand on touche le fond, soit on y reste, soit on s'accroche désespérément et on remonte petit à petit. Et je me suis promis, lors de cette première nuit seule, que Daniel ne ressentirait jamais mon absence. Que je serais suffisante pour nous deux. Alors, quand cette femme au téléphone m'a demandé de tout lui raconter, je n'ai rien caché. Je lui ai parlé des factures d'hôpital que j'avais payées seule. Des nuits où j'enchaînais les doubles gardes pendant que ma voisine gardait Daniel. Des anniversaires manqués par son père. Du Noël où, faute de moyens, j'avais emballé des livres empruntés à la bibliothèque. Et puis je lui ai dit le pire. Il ne m'a jamais demandé des nouvelles de son fils. Pas une seule fois. En 7 ans. J'ai entendu son souffle se couper. Puis elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Le mariage est dans 3 heures. Il faut que je te voie. Maintenant. Je l'ai rencontrée dans un café à 6 pâtés de maison du lieu de la cérémonie. Elle était déjà là à mon arrivée, assise dans le coin, encore vêtue de son peignoir de soie orné du logo de l'hôtel sur la poche. Ses cheveux étaient à moitié coiffés, d'élégantes boucles relevées d'un côté, l'autre mèche détachée. Elle ressemblait à une mariée interrompue en pleine transformation. Quand nos regards se sont croisés, elle s'est mise à pleurer. Je me suis assise en face d'elle, et pendant un instant, aucune de nous deux n'a prononcé un mot. Puis elle a fait glisser ma lettre sur la table, les 3 pages que j'avais écrites à 2 heures du matin, maintenant froissées et tachées de ce qui ressemblait à des larmes. « Tout cela est-il vrai ?» murmura-t-elle. « Chaque mot. » J'ai hoché la tête. Elle se couvrit le visage de ses mains. Il m'a dit qu'il n'avait jamais été marié. Qu'il n'avait jamais eu d'enfant. Il a dit que pendant sa vingtaine, il cherchait sa voie, qu'il attendait la bonne personne pour fonder une famille. Il a dit que j'étais cette personne. Le mensonge était si parfait, si complet, qu'il m'a coupé le souffle. Il ne nous avait pas seulement abandonnés, il nous avait effacés. Il avait réécrit toute son histoire comme si nous étions un brouillon qu'il avait jeté à la poubelle. Mais tandis que je restais là à regarder cette femme s'effondrer, quelque chose d'inattendu s'est produit. Je n'ai pas éprouvé de sentiment de revanche. J'ai ressenti de la tristesse. De la tristesse pour elle. De la tristesse pour la personne que j'étais qui, elle aussi, avait cru en lui. Parce que je me suis souvenu de ce que ça faisait d'être elle. Je me suis souvenu des dimanches matins dans notre ancien appartement, avant Daniel, avant que tout ne s'écroule. De la façon dont il préparait des crêpes pendant que je lisais le journal à notre minuscule table de cuisine. De la façon dont il m'embrassait le front en posant mon café, toujours avec trop de crème, comme je l'aimais. De la façon dont nous passions des samedis entiers à ne rien faire, à regarder des films, à planifier des voyages que nous ne ferions jamais, à parler de la maison que nous achèterions un jour avec un jardin assez grand pour un chien. Je me souviens de ce sentiment de sécurité. De ce sentiment d'être choisi. De ce sentiment d'avoir enfin trouvé la personne qui me correspondait. Cette version de ma vie me semblait désormais un rêve, comme quelque chose qui était arrivé à quelqu'un d'autre. Mais elle avait été réelle. Elle était réelle, et elle était belle, et je pensais qu'elle durerait toujours. Je me souviens de la nuit où il m'a fait sa demande. Nous étions dans un parc au bord de la rivière, en train de pique-niquer car nous n'avions pas les moyens d'aller au restaurant. Le soleil se couchait, baignant tout d'or, et il s'est agenouillé là, sur la couverture à carreaux. La bague était simple, mais peu m'importait. J'ai dit oui avant même qu'il ait fini sa phrase. Je me suis souvenu de nos projets d'avenir. J'allais terminer mes études d'infirmière. Il allait gravir les échelons jusqu'à devenir directeur régional.
Nous aurions 2 enfants, peut-être 3. Une maison en banlieue, près de bonnes écoles. Des vacances en famille à la plage. Des rêves ordinaires. De beaux rêves ordinaires. Et je me suis souvenu du moment où j'ai appris que j'étais enceinte. J'ai fait le test dans les toilettes du restaurant pendant ma pause, les mains tremblantes, j'ai failli le laisser tomber. 2 lignes roses. Je les ai fixées pendant 5 longues minutes, les larmes coulant sur mes joues, des larmes de joie, des larmes de terreur, tout à la fois. Je l'ai appelé immédiatement. Je n'ai même pas pu attendre d'être rentré. Il hurlait si fort au téléphone que ma collègue a demandé si tout allait bien. « Je vais être papa », répétait-il sans cesse. « Je vais être papa ». Cette joie était réelle. J'en suis sûr. Du moins, pendant un petit moment, elle était réelle. Mais quelque part entre les tests de grossesse et les couches sales, entre le rêve et la réalité, il a changé. Ou peut-être pas, peut-être ai-je simplement enfin vu qui il était vraiment. Un homme qui aimait l'idée des choses plus que les choses elles-mêmes. Un homme capable d'abandonner son propre enfant et de dormir sur ses 2 oreilles. J'ai regardé cette femme en face de moi, cette mariée aux cheveux à moitié coiffés et au mascara qui avait coulé, et je me suis vu à 23 ans. J'ai vu toutes les femmes qui avaient un jour cru aux promesses d'un homme. Et j'ai su, à ce moment-là, que je devais tout lui dire. Pas seulement les faits, mais la vérité. Toute la vérité, dévastatrice. Parce qu'il y a 7 ans, j'aurais souhaité que quelqu'un me prévienne. Dis-moi ce qui s'est passé après son départ, dit-elle d'une voix à peine audible. J'ai pris une inspiration. Cette partie était encore douloureuse. La première semaine, j'ai continué à appeler. Son téléphone était coupé. Je suis allé à son bureau. On m'a dit qu'il avait démissionné. Pas d'adresse de réexpédition. Pas de préavis. Il était simplement parti. Des phrases courtes. C'est comme ça que fonctionne un traumatisme. On ne peut pas penser en paragraphe quand son monde s'écroule. J'avais $600 sur mon compte. Le loyer était dû dans 2 semaines. J'avais un bébé de 3 mois qui avait besoin de couches, de lait en poudre et de rendez-vous chez le médecin. Je ne pouvais pas encore retourner au travail. Je me remettais encore d'une césarienne d'urgence. Je pouvais à peine marcher. Les mains de la mariée tremblaient. J'ai appelé ses parents. Ils ont dit qu'ils ne savaient pas où il était. Ils ont dit que ce n'était pas leur responsabilité. Ils ont dit que j'aurais dû être plus prudente. Comme si leur fils n'y était pour rien. Comme si Daniel était apparu de nulle part. Ma voix s'est brisée. Même aujourd'hui, des années plus tard, l'injustice me brûle encore. J'ai fait une demande d'aide. Vous savez ce qu'ils vous demandent? Ils demandent pourquoi le père ne vous aide pas. Ils demandent si vous avez essayé de le contacter. Ils vous obligent à prouver l'abandon comme si c'était un crime. Comme si c'était de votre faute si vous êtes seul. Elle pleurait ouvertement maintenant. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je suis allé au tribunal pour demander une pension alimentaire. Le juge m'a demandé où il était. J'ai répondu que je ne savais pas. Il a dit que je devais lui signifier les documents. J'ai répété que je ne savais pas où il habitait. Il a alors déclaré qu'il ne pouvait rien faire. Je suis resté là, un bébé dans les bras, sans le sou et désespéré, et le système m'a dit que je ne constituais pas une preuve suffisante. L'humiliation de ce moment, se retrouver dans une salle d'audience, être congédié, avoir l'impression que j'étais le problème. Mon propriétaire se fichait de ma situation. Le loyer, c'était le loyer. J'ai supplié pour avoir un délai. Il m'a accordé une semaine. Je me souviens de cette semaine. J'ai tout vendu. Mon ordinateur portable. Mes bijoux. La télé. Le canapé. Tout ce qui avait de la valeur, parti. J'ai appelé tous mes amis. La plupart m'ont ignoré. Quelques-uns m'ont envoyé $50 par-ci, 100 par-là. Pas assez. Jamais assez. La mariée me fixait comme si je décrivais un film d'horreur. J'ai négocié un plan de paiement avec mon propriétaire. J'ai pris un emploi de nuit dans un autre restaurant. Ma voisine, une femme de 70 ans souffrant d'arthrite, gardait Daniel pendant que je travaillais. Je rentrais à 2 heures du matin, je le nourrissais, je dormais 3 heures, et je recommençais. 3 heures de sommeil. Pendant des mois. Votre corps apprend à fonctionner en mode survie. Daniel est tombé malade. Une otite. La facture des urgences s'élevait à $800. Je n'avais pas encore d'assurance. J'ai donc mis en place un plan de paiement. $50 par mois. Il m'a fallu 2 ans pour rembourser une seule otite. Tout est devenu un calcul.
Nourriture ou électricité. Couche ou médicaments. Prix du bus ou garderie. J'ai raté ses premiers pas parce que j'étais au travail. J'ai raté son premier mot. Ma voisine me l'a raconté plus tard. J'ai pleuré pendant 20 minutes dans les toilettes du restaurant. La mariée se couvrit la bouche. Et malgré tout ça, l'épuisement, la pauvreté, la peur, je n'arrêtais pas de penser qu'il reviendrait. Qu'il appellerait. Qu'il se souviendrait qu'il avait un fils. Qu'il ressentirait quelque chose. De la culpabilité. Des regrets. N'importe quoi. Mais il ne l'a pas fait. Pour le premier anniversaire de Daniel, j'ai attendu. Je pensais, sûrement, que pour le premier anniversaire de son fils, il me contacterait. Je vérifiais sans cesse mon téléphone. Rien. J'ai fait un gâteau avec une préparation toute prête. J'ai chanté « Joyeux anniversaire », seul dans notre appartement. Et j'ai compris, il ne reviendrait pas. Jamais. C'est là que tout a basculé. Pas le jour de son départ. Le jour où j'ai compris qu'il ne reviendrait jamais. Alors, quand vous me demandez si ma lettre est vraie, oui. Chaque mot. Mais voici ce que je n'ai pas écrit. Je me suis penché en avant. Il en est capable. De regarder quelqu'un qui l'a créé, quelqu'un qui partage son ADN, ses yeux, son sourire, et de ne rien ressentir. S'il peut faire ça à son propre enfant, que crois-tu qu'il te fera le jour où les choses se compliqueront? Les mots planaient entre nous comme de la fumée. Dehors, les cloches de l'église se mirent à sonner. Le mariage allait commencer dans moins de 2 heures. Elle a posé la question que je redoutais tant. Comment avez-vous survécu? J'ai ri, mais ce n'était pas un rire joyeux. Mal. J'ai mal survécu. En réalité, la survie n'est pas un grand moment héroïque. C'est 1000 petits échecs qui, sans vous tuer, ne vous anéantissent pas. J'ai essayé de reprendre mes études. J'ai postulé pour des bourses, des aides, tout ce que je pouvais. J'ai été admise en soins infirmiers. J'étais tellement contente, enfin, une perspective d'avenir. Puis j'ai réalisé que je n'avais pas les moyens d'acheter les manuels. Les manuels d'occasion coûtaient 400 $. Je n'avais pas 400 $. Je n'avais même pas 40 $. La mariée écoutait comme si sa vie en dépendait. J'ai essayé de demander de l'aide à l'école. Ils m'ont dit qu'il existait des fonds d'urgence, mais qu'ils étaient attribués selon le principe du premier arrivé, premier servi. Quand je suis arrivé, il n'y en avait plus. Une assistante sociale m'a suggéré de prendre une carte de crédit. J'en ai fait la demande. Refusé. Mauvais dossier de crédit à cause de factures médicales impayées. C'est le cercle vicieux. Il faut de l'argent pour gagner de l'argent. Il faut du crédit pour obtenir du crédit. J'ai donc essayé les cours en ligne. Moins cher, plus flexible. Je pouvais étudier pendant que Daniel dormait. Mais il n'avait que 2 ans. À 2 ans, le sommeil est imprévisible. J'étais en plein cours et il se réveillait en hurlant. J'ai raté 2 matières parce que je n'ai pas pu rendre mes devoirs à temps. Chaque tentative donnait l'impression de se heurter à un mur. J'ai essayé de sortir avec quelqu'un une fois. Un type du restaurant avait l'air sympa. On est sortis ensemble. Tout allait bien jusqu'à ce que je lui dise que j'avais un fils. Il s'est littéralement levé, a posé de l'argent sur la table et est parti. Il n'a même pas fini son café. Ça a fait plus mal que je ne l'avais imaginé. J'ai essayé de demander de l'aide à sa famille une seule fois, je le jure, une seule fois. J'ai appelé sa mère le jour du 3e anniversaire de Daniel. J'ai dit, « C'est votre petit-fils. Vous ne voulez pas le connaître ?» Elle a répondu, « Mon fils a fait son choix. Je le soutiens. » Puis elle a raccroché. Le rejet ne venait pas seulement de lui. Il venait de tous ceux qui l'avaient choisi lui plutôt qu'un enfant innocent. J'ai essayé la thérapie. Le centre communautaire offrait des consultations gratuites. J'y suis allé 2 fois. La thérapeute était gentille, mais elle n'arrêtait pas de me demander ce que j'avais fait pour qu'il parte, comme s'il y avait forcément une raison. Comme si c'était une énigme que je pouvais résoudre en cherchant bien. Même l'aide s'accompagnait de reproches. J'essayais d'être forte pour Daniel. C'était le plus dur. Il me demandait des nouvelles de son père, et je devais sourire et mentir. Papa travaille loin. Papa t'aime très fort. Papa serait là s'il le pouvait. Des mensonges sur des mensonges, car la vérité que son père avait choisi de l'abandonner l'aurait détruit. La mariée pleurait de nouveau, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Un soir, Daniel avait 4 ans.
Il a fait une carte pour la fête des pères à la maternelle. Il était si fier. Il a dessiné un grand homme et un petit garçon se tenant la main. Il a demandé si on pouvait l'envoyer à papa. J'ai dit oui. Je l'ai adressé à sa dernière adresse connue. Elle est revenue avec la mention « Retour à l'expéditeur ». Je l'ai cachée à la poubelle pour que Daniel ne la voie pas. Petite cruauté. Mort par 1000 coupures de papier. Mais voici ce que j'ai appris. Je l'ai regardé droit dans les yeux. L'échec m'a appris plus que le succès n'aurait jamais pu le faire. Chaque porte fermée m'a montré que j'étais plus forte que je ne le pensais. Chaque rejet m'a prouvé que je pouvais en surmonter un de plus. Je ne m'épanouissais pas. Je fonctionnais à peine. Mais je tenais encore debout. Les cloches de l'église sonnèrent à nouveau. 1 heure avant la cérémonie. Tu as un choix en ce moment que je n'ai jamais eu, ai-je dit. Tu peux partir avant d'être piégé. Avant qu'il y ait des enfants. Avant que des années de ta vie ne disparaissent pour quelqu'un qui ne te valorise pas. Son téléphone vibra. Un message apparut à l'écran. Où es-tu? Tout le monde t'attend. Elle le fixa du regard. Puis elle me regarda. Que ferais-tu? Murmura-t-elle. Je n'ai pas répondu immédiatement à sa question. Au lieu de cela, je lui ai raconté la pire nuit. La nuit où j'ai failli abandonner. Daniel avait 5 ans. Nous vivions dans le même petit appartement depuis 4 ans. Je travaillais toujours à temps plein, j'étais toujours criblé de dettes, toujours seul. Un soir, je suis rentré du travail à minuit. Ma voisine avait laissé un mot. Daniel a de la fièvre. Je lui ai donné des médicaments. Il dort. La mariée se pencha en avant. Je suis allé voir comment il allait. Il avait une forte fièvre. Le thermomètre indiquait 39,5 degrés Celsius. J'ai appelé la ligne d'assistance infirmière. On m'a dit que si la température atteignait 40 degrés Celsius, je devais aller aux urgences. Je me suis assise à côté de son lit avec un linge froid, vérifiant le thermomètre toutes les 10 minutes, en priant pour que la température ne monte pas plus, car je ne pouvais pas me permettre une autre facture d'urgence. Voilà ce qu'est la pauvreté. Prier pour que la fièvre de son enfant ne monte pas parce qu'on n'a pas les moyens de le payer aux soins médicaux. À 3 heures du matin, la fièvre est tombée. Il a ouvert les yeux et a dit « Maman, j'ai fait un mauvais rêve ». Je lui ai demandé de quoi il s'agissait. Il a dit « J'ai rêvé que papa était revenu, mais il ne savait pas qui j'étais ». J'ai dû faire une pause. Même maintenant, ce souvenir me bouleversait. Je l'ai serré dans mes bras jusqu'à ce qu'il se rendorme. Puis je suis allé dans la salle de bain, j'ai fermé la porte, je me suis assise par terre et j'ai craqué. Fauché. C'est le seul mot qui convienne. J'ai tellement pleuré que je n'arrivais plus à respirer. Des années à tenir le coup, des années à sourire malgré la douleur, à faire comme si de rien n'était, à être forte, tout s'est effondré. Je me suis regardée dans le miroir et je n'ai pas reconnu la femme qui me fixait. Le maquillage de la mariée était complètement ruiné. J'ai pensé à en finir. Pas de façon dramatique. Juste, m'arrêter. Disparaître. Daniel serait mieux sans moi. Peut-être que la famille de son père l'accueillerait. Peut-être que l'État lui trouverait un meilleur foyer. Peut-être que n'importe qui pourrait faire mieux que moi. C'était le fond du gouffre. Le fond absolu. Je suis restée assise là, sur le sol de cette salle de bain, pendant 2 heures. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas pensé. J'existais simplement dans cet espace gris où rien n'avait d'importance. Et ensuite, Daniel a frappé à la porte. Maman. Ça va? Sa petite voix était si inquiète. J'ai ouvert la porte. Il tenait son ours en peluche préféré, celui que ma voisine lui avait offert pour son 3e anniversaire parce que je n'avais pas les moyens de lui acheter un cadeau. L'ours était miteux, il lui manquait un œil et il était rafistolé avec du ruban adhésif. Il me l'a tendu et m'a dit « L'ours me réconforte quand je suis triste. Peut-être qu'il te réconfortera aussi. » Puis il est monté sur mes genoux et m'a serré dans ses bras. Ce moment-là. Il ne savait pas que nous étions sans le sou. Il ne savait pas que son père l'avait abandonné. Il ne savait pas que j'étais assise par terre, songeant à abandonner. Tout ce qu'il savait, c'est que sa maman était triste et qu'il voulait l'aider. L'amour pur et simple d'un enfant de 5 ans qui a de la fièvre et un ours en peluche cassé. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai compris. Je ne pouvais pas abandonner. Non pas parce que j'étais forte, mais parce qu'il avait besoin de moi. Et peut-être, juste peut-être, que le simple fait d'avoir besoin de moi suffisait. La mariée sanglotait.
Cette nuit-là, sur le sol de cette salle de bain, quelque chose a changé. J'ai cessé d'attendre le retour de son père. J'ai cessé d'attendre d'être secouru. J'ai cessé d'attendre que la vie devienne plus facile. J'ai juste commencé. J'ai commencé quoi? Je ne le savais même pas encore. Le lendemain matin, je me suis réinscrite au cours en ligne. J'avais échoué la dernière fois? J'allais réessayer. Je n'avais pas les moyens d'acheter les manuels scolaires? Je trouverais une solution. J'étais épuisé? Tout le monde est épuisé. Je me débrouillerai. Petite décision. Changement radical. Mais quelque chose en moi palpitait encore. Quelque chose d'obstiné, de colérique et de déterminé. Quelque chose qui disait, il ne gagnera pas. Il ne me détruira pas. J'ai regardé la mariée. Alors, quand vous me demandez ce que je ferai, je ne peux pas répondre. Vous seul savez ce que vous pouvez accepter. Mais je peux vous dire ceci. Toucher le fond m'a révélé qui j'étais vraiment. Et il s'est avéré que j'étais plus forte que je ne l'aurais jamais imaginé. Son téléphone vibra de nouveau. Où es-tu? Elle fixa l'écran. Puis moi. Puis ma lettre posée sur la table. Dis-moi comment tu as survécu, murmura-t-elle. Dis-moi tout. Tout a commencé avec une carte de bibliothèque. La mariée semblait perplexe, mais j'ai continué. Après cette nuit passée sur le sol de la salle de bain, je n'avais plus les moyens de payer les frais de scolarité. Ni les manuels scolaires. Ni la garde d'enfants. Mais la bibliothèque était gratuite. Alors j'y suis allé. C'était le moment. La décision prise en silence qui a tout changé. Tous les mardis et jeudis, je déposais Daniel à la maternelle, j'allais à la bibliothèque et je lisais. Des revues médicales. Des manuels de soins infirmiers. Des guides d'études. Tout ce qu'on m'obligeait à acheter pour l'école, je le trouvais là-bas gratuitement. Petit geste. Changement radical. Une bibliothécaire nommée Margaret l'a remarqué. Elle a commencé à me mettre des livres de côté. Elle ne m'a jamais demandé pourquoi. Elle m'a simplement aidé. Un jour, elle m'a dit, il y a une salle informatique à l'étage. Internet gratuit. Impression gratuite. Puis elle m'a donné un programme de cours de certification gratuit offert en ligne. La gentillesse d'un inconnu alors que j'avais perdu espoir en l'humanité. Je me suis inscrite à un programme de certification d'assistante médicale. Gratuit. 8 mois. Entièrement en ligne. Je pouvais l'étudier pendant les siestes de Daniel, après son coucher, pendant mes pauses déjeuner. Ce n'était pas une école d'infirmière, mais c'était déjà ça. C'était un pas en avant. En avant. C'était tout ce qui comptait. J'ai arrêté de dormir. 4, peut-être 5 heures par nuit. Je faisais mon service au restaurant, je rentrais, je couchais Daniel, puis j'étudiais jusqu'à 2 heures du matin. Je me réveillais à 6 heures. Et je recommençais. La mariée écoutait comme si je décrivais une guerre. J'ai raté le premier test d'entraînement. Lamentablement. J'ai pleuré dans les toilettes de la bibliothèque. Margaret a frappé à la porte. Elle n'a rien dit. Elle a juste glissé une barre de chocolat sous la porte des toilettes et a attendu. Quand je suis sorti, elle a dit, tu réessayeras demain. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. J'ai encore essayé. Et encore. Et encore. 6 mois plus tard, j'ai passé le vrai examen. J'étais tellement nerveuse que j'ai failli vomir sur le parking. Daniel était avec mon voisin. Je lui avais dit que j'allais passer un test qui nous permettrait d'avoir une vie meilleure. Il m'a fait une carte porte-bonheur avec des crayons de couleur. Je l'ai gardée dans ma poche. Chaque fois que je doutais de moi, je touchais cette carte. J'ai réussi. De 3 points. De justesse. Mais une réussite est une réussite. La mariée a souri pour la première fois depuis notre rencontre. Pour mon premier poste, on m'a dit que j'étais surqualifié, ce qui signifiait en réalité trop vieux. Pour le deuxième, on m'a dit qu'il leur fallait quelqu'un d'expérimenté. Le troisième, le quatrième, le cinquième, que des refus. Toujours des refus. Mais quelque chose avait changé en moi. Je n'étais plus la femme étendue sur le sol de la salle de bain. J'étais quelqu'un qui avait survécu au pire et qui continuait d'avancer. Le rejet ne pouvait pas me tuer. Rien ne pouvait me tuer. J'étais déjà morte et revenue à la vie. La mort et la résurrection, encore et encore. Ma 17e candidature. Une petite clinique en périphérie de la ville. Ils m'ont convoqué.
Le médecin qui m'a reçu en entretien a été direct. Vous êtes plus âgé que la plupart des candidats. Vous êtes hors du marché du travail. Pourquoi devrais-je vous embaucher? Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit ce que je n'avais jamais dit à voix haute. Parce que personne ne travaillera plus dur que moi. Personne ne se souciera autant que moi. Personne n'a plus à prouver que moi. Je ne suis pas là par commodité. Je suis là pour survivre. Et je ne sais plus comment abandonner. Il m'a embauché sur le champ. Mon premier chèque de paie était de 1847 $. Après impôt. Je l'ai fixé du regard pendant 10 minutes. C'était plus d'argent que je n'en avais jamais vu d'un coup. Plus que ce que j'avais gagné en un mois au restaurant. J'ai emmené Daniel à l'épicerie et je lui ai dit de choisir ce qu'il voulait. Il a choisi une boîte de céréales de marque. Celle avec le personnage de dessin animé. Nous, on achetait toujours des marques distributeurs. Ce soir-là, nous avons mangé des céréales pour dîner dans notre petit appartement, et je me suis senti riche. Pas grâce à l'argent. Parce que j'y étais arrivé. J'avais réussi à m'en sortir. Petit à petit. Échec après échec. J'y étais arrivé. La mariée pleurait de nouveau, mais différemment cette fois. Pas de chagrin. Autre chose. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. Je me suis penché en avant, m'assurant qu'elle entende chaque mot. Le déclic, ce n'était pas le travail. Ce n'était pas la réussite à l'examen. Ce n'était même pas cette nuit-là, sur le sol de la salle de bain. Le déclic, c'était le lendemain matin, quand j'ai décidé que son abandon ne me définirait pas. Quand j'ai décidé que je valais plus que ce qu'il disait. Cette décision silencieuse, obstinée. Vous êtes à un tournant décisif. Ici même. Dans ce café. 45 minutes avant le jour J. Son téléphone vibra. Une photo apparut, le cortège nuptial aligné, attendant. Elle a regardé la photo. Puis moi. Puis la porte. Et je l'ai vue. Le moment précis où elle a pris sa décision. Raconte-moi la suite. Dis-moi comment tu as reconstruit ta vie. J'ai hoché la tête. Cette partie était plus facile. Cette partie était éclairée. Le travail à la clinique a été la première étape. Puis les autres sont venus. Rapidement. L'un après l'autre. Je parlais maintenant rapidement, au même rythme que ces années-là. Premier mois, premier salaire. Loyer payé à temps. Une première en 5 ans. Deuxième mois, j'ai économisé 200 $. J'ai ouvert un compte d'épargne. Le guichetier m'a félicité comme si j'avais gagné au loto. Troisième mois, la photo de classe de Daniel. Je lui ai acheté une chemise neuve. Pas dans une friperie. Dans un vrai magasin. Il l'a portée pendant une semaine entière. Chaque victoire est petite. Chaque victoire est immense. Quatrième mois, j'ai réglé une facture médicale. 47 $. La plus petite. Mais c'est réglé. Rayé. Terminé. Cinquième mois, Daniel a été invité à une fête d'anniversaire. J'ai pu lui offrir un cadeau. Un vrai cadeau, emballé dans du vrai papier cadeau. Pas du papier journal recyclé. La mariée souriait malgré ses larmes. Sixième mois, mon fonds d'urgence a atteint 500 $. Ma voiture est tombée en panne. J'ai pu la réparer. Je n'ai pas eu à choisir entre me déplacer et me nourrir. Septième mois, j'ai de nouveau postulé à une école d'infirmière. Une vraie école cette fois-ci. En présentiel. Grâce à ma certification et à mon expérience professionnelle, j'ai obtenu une bourse. Construire. Toujours construire. Huitième mois. Accepté. Programme à temps partiel. 3 ans. Je pouvais travailler et étudier. Ce serait l'enfer, mais j'avais survécu à pire. Neuvième mois. Daniel a appris à lire. Nous sommes allés ensemble à la bibliothèque. Il a eu sa propre carte. Margaret était encore là. Elle a pleuré en nous voyant. 10e mois. Première note maximale à un examen d'école d'infirmière. Je l'ai accroché au réfrigérateur à côté des dessins de Daniel. 11e mois. J'ai réglé une autre facture médicale. Puis une autre. Puis une autre. 12e mois. 1 an à la clinique. Mon patron m'a augmenté. 2 $ de plus par heure. Soit 80 $ de plus par semaine. 320 $ de plus par mois. Une fortune. Les victoires s'enchaînaient plus rapidement désormais. 2e année.
Nous avons déménagé dans un appartement plus grand. 2 chambres. Daniel avait sa propre chambre. Son propre espace. Je suis resté sur le seuil et j'ai pleuré. J'ai acheté des meubles neufs. Un canapé qui ne s'affaisse pas. Une table avec 4 chaises assorties. Daniel s'est inscrit au football. Je pouvais me permettre les frais d'inscription, les crampons, l'uniforme. J'allais à tous les matchs. J'ai figuré sur la liste d'honneur du doyen. Puis de nouveau. Et encore une fois. J'ai réglé toutes mes factures médicales. Toutes. Disparues. 7 ans de dette, effacées. 3e année, stage clinique. Pédiatrie. J'étais doué. Mieux que doué. Les infirmières disaient que j'avais un don avec les enfants effrayés. Je comprenais leur peur. Une compréhension née de la survie. Daniel a eu 8 ans. On a fait une fête. Une vraie fête. 10 enfants. Pizza. Gâteau de la boulangerie. Ballon. L'appartement était un vrai capharnaüm. C'était parfait. Remise des diplômes. Toque et robe de cérémonie. Daniel était assis au premier rang. Quand ils ont appelé mon nom, il s'est levé et a applaudi. Tout le monde s'est retourné. Je m'en fichais. J'ai réussi l'examen d'état d'infirmière. Du premier coup. J'ai encadré mon diplôme. Je l'ai accroché à côté de mon diplôme. J'ai été embauché à l'hôpital. Service de pédiatrie. Avantages sociaux complets. Plan d'épargne retraite 401K. Assurance maladie. Assurance dentaire. Assurance optique. Tout y est. Premier jour, j'ai enfilé une blouse médicale brodée à mon nom. Infirmière diplômée après. J'ai mérité ces lettres. La mariée me fixait comme si j'avais des ailes. J'ai acheté une voiture. Pas neuve, mais fiable. Plus de bus. Plus besoin de mendier pour se faire conduire. Le 9e anniversaire de Daniel. Il m'a demandé ce que je voulais pour mon anniversaire. J'ai répondu que j'avais déjà tout. Je lui ai ouvert un compte d'épargne pour ses études. De petites contributions. Mais c'est quelque chose. Un avenir. 4e année. Promue infirmière responsable. Encadrement des équipes. Formation des nouvelles infirmières. Moi. La fille qui n'avait pas les moyens de s'acheter des manuels scolaires. Construire. Toujours construire. Brique par brique. J'ai pardonné la dette que son père n'avait jamais payée. Pas pour lui. Pour moi. Garder cette colère, c'était comme boire du poison en espérant qu'il en meure. Le téléphone de la mariée vibra de nouveau. 15 minutes. Mais elle ne le regardait plus. Elle me regardait. Elle me regardait vraiment. Tu as fait tout ça toute seule, murmura-t-elle. Non, ai-je dit. Je l'ai fait avec Daniel. Pour Daniel. Grâce à Daniel. Il n'a jamais été un fardeau. Il a toujours été la raison. Elle a posé la question que j'évitais. A-t-il déjà essayé de vous contacter? De voir Daniel? Mon expression a dû changer parce qu'elle s'est penchée en avant. Il l'a fait, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête lentement. Le souvenir était encore douloureux. L'année dernière, Daniel avait 10 ans. Je faisais un double quart de travail à l'hôpital. J'ai reçu un appel de son école. Il disait qu'un homme prétendant être le père de Daniel avait essayé de le faire sortir. La main de la mariée s'est portée à sa bouche. J'ai quitté le travail immédiatement. J'ai grillé tous les feux rouges. Quand je suis arrivé, Daniel était assis dans le bureau du directeur. Sain et sauf. Perdu. L'école avait un protocole. Sans papier de garde, il ne pouvait le confier à personne qui ne figurait pas sur la liste des personnes autorisées. Mes mains tremblaient en y repensant. Daniel m'a regardé et m'a dit « Maman, un homme a dit qu'il était mon père. » Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Tu as dit qu'il habitait loin. Et j'ai dû regarder mon fils de 10 ans et lui dire la vérité. La vérité que je lui avais cachée pendant 10 ans. Je lui ai dit que son père était parti quand il était bébé. Qu'il avait choisi de ne pas faire partie de nos vies. Que ce n'était pas la faute de Daniel, que ça n'avait jamais été sa faute. Mais certaines personnes sont incapables de l'amour qu'elles promettent. Daniel pleurait. Pas fort. Juste des larmes silencieuses qui me tuaient. Il a demandé pourquoi. Pourquoi n'était-il pas assez bien? Pourquoi son père ne le voulait-il pas? Et je n'avais pas de réponse. Pas de bonne réponse. La mariée pleurait à nouveau. Plus tard dans la soirée,
Son père a appelé sur mon portable. Je ne sais pas comment il a eu mon numéro. Il a dit qu'il voulait renouer le contact, qu'il avait fait des erreurs mais qu'il voulait une seconde chance, qu'il allait se marier et qu'il voulait présenter Daniel à sa nouvelle famille. Nouvelle famille. Comme si nous étions l'ancienne version, celle qu'on a mise au rebut. Je lui ai demandé où il était passé. 10 ans. Où était-il pour les premiers pas, les premiers mots, le premier jour d'école, les fièvres, les cauchemars, les matchs de foot, les anniversaires? Où était-il quand Daniel a eu besoin de points de suture, quand il a appris à faire du vélo, quand il a gagné le concours d'orthographe? Ma voix montait. Il a dit qu'il était en train de se trouver. Qu'il n'était pas prêt à l'époque, mais qu'il l'était maintenant. Comme si Daniel était un abonnement Netflix qu'il pouvait mettre en pause et reprendre à sa guise. La rage que j'ai ressentie alors, je la ressens encore aujourd'hui. Je lui ai dit non. Absolument pas. Il n'avait pas le droit de revenir comme si de rien n'était et de bouleverser la vie que nous avions construite. Il n'a pas mérité le titre de « père ». Ce n'est pas la biologie qui fait de vous un parent. C'est votre présence qui fait de vous un parent. Il a menacé d'intenter une action en justice. Droit de garde. Droit de visite. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Je lui ai dit d'essayer. De prendre un avocat, d'aller au tribunal, d'expliquer à un juge où il avait été pendant 10 ans. D'expliquer l'absence de pension alimentaire. D'expliquer l'abandon. J'avais conservé tous les documents. Chaque reçu. Chaque facture médicale payée seule. Chaque formulaire scolaire avec seulement mon nom. Chaque photo d'anniversaire avec un espace vide à la place de sa photo. Justificatif d'absence. Il a raccroché. Il n'a plus jamais rappelé. Mais le mal était fait. Après ça, Daniel a changé. Il a commencé à poser des questions. Il a fait des recherches sur son père sur Google. Il a trouvé ses réseaux sociaux. Il a vu des photos de lui heureux, qui réussissait, qui menait une vie sans nous. La douleur de voir son parent choisir tout le monde sauf soi. Un soir, j'ai trouvé Daniel en pleurs dans son lit. Il a dit, « Peut-être que je ne suis pas assez bon. Peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi. » Je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit qu'il n'y avait rien, absolument rien qui clochait chez lui. Que l'échec de son père n'était pas son échec. Mais comment convaincre un enfant qu'il est digne d'amour quand son propre père dit le contraire? La mariée fixait son téléphone. La photo du cortège nuptial. Lui. Voilà l'homme que tu vas épouser, dis-je doucement. L'homme qui a essayé de voir son fils une fois en 10 ans, non pas parce qu'il lui manquait, mais pour cocher une case. Pour se sentir bien sans en faire l'effort. Elle était pâle. Et voici ce que vous devez comprendre. Il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de vous. De qui vous confiez votre vie, votre avenir, vos enfants, si vous en avez. Dehors, la musique commença à jouer. Le cortège. La cérémonie commençait. Son téléphone sonna. Son nom s'affichait à l'écran. Où es-tu? Elle regarda le téléphone. Moi. La porte. Et puis elle a fait quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Elle a répondu. Elle a mis le téléphone sur haut-parleur. Sa voix résonna dans le café. Furieuse. Impatiente. Où diable es-tu? Tout le monde t'attend. Ta mère est au bord de la crise de nerfs. L'officiant menace de partir. Que se passe-t-il? La voix de la mariée était calme. Trop calme. Je suis avec quelqu'un. Quelqu'un que tu connais. Silence. Puis, qui? La mère de votre fils. Le silence qui suivit était assourdissant. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Elle rit. Un rire qui n'était pas joyeux. Tu vas vraiment mentir? Maintenant. À quelques minutes de notre mariage? J'entendais des gens en arrière-plan demander ce qui se passait. Chérie, écoute, qui que soit cette femme, elle ment. Je n'ai pas de fils. Je te l'ai dit, je n'ai jamais été mariée, je n'ai jamais eu d'enfant. Elle est folle. La mariée m'a regardé. J'ai hoché la tête. Il s'appelle Daniel. Il a 10 ans. Il a tes yeux. Ton sourire. Ton anniversaire est le même mois que le tien. Nouveau silence. Puis, sur la défensive. Alors, un gamin lambda à mes yeux? Ça ne veut pas dire. Elle a des photos. Un acte de naissance. Des dossiers médicaux. 7 ans de reçu pour tout ce que vous n'avez jamais payé. Tout ce que vous avez abandonné. Sa voix changea. Plus dure.
Tu as invité mon ex à notre mariage? Tu es fou? Non, dit-elle. Je n'étais pas invitée. Mais je vous ai écrit une lettre. Et votre fiancé l'a lue avant de dire oui. Tant mieux pour elle. J'ai entendu du bruit. Des voix. Que se passe-t-il? Le mariage a-t-il lieu? Où es-tu? Son ton changea. Il était suppliant. Reviens. On va en parler. Quoi qu'elle t'ait dit, ce n'est pas. Ce n'est pas quoi? La voix de la mariée était d'acier. Pas vrai. Pas important. Pas de votre responsabilité? Parfait. Chaque mot est une lame. J'ai fait des erreurs. J'étais jeune. Je n'étais pas prêt à être père. Mais maintenant, je suis différent. Je suis prêt à fonder une famille avec toi. Avec moi? L'interrompit-elle. Tu as déjà une famille. Un garçon de 10 ans qui ne sait pas pourquoi son père l'a abandonné. Qui pense qu'il n'est pas à la hauteur. Qui porte ce rejet comme une cicatrice. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Entendre quelqu'un défendre Daniel comme ça. Ce n'est pas juste. Vous ne comprenez pas. Non, c'est toi qui ne comprends pas. Sa voix s'éleva. J'ai lu sa lettre. Chaque mot. J'ai entendu ce que tu as fait. Comment tu es parti quand ton fils avait 3 mois. Comment tu as changé de numéro. Comment tu n'as jamais envoyé d'argent. Comment tu les as effacés comme si de rien n'était. Les gens écoutaient, c'est certain. J'ai entendu des soupirs d'admiration. Et tu sais ce qui est le pire? Tu m'as dit que tu n'avais jamais été marié. Jamais eu d'enfant. Tu m'as menti en face pendant 2 ans. Tu as bâti toute notre relation sur un mensonge. Je peux expliquer. Expliquer quoi? Expliquer comment tu peux regarder ton propre enfant sans rien ressentir? Expliquer en quoi tu seras différent avec nos enfants? Parce que c'est ce que je pensais. On aurait des enfants un jour. Et maintenant, je suis là, à me demander ce qui se passera quand les choses se compliqueront. Quand le bébé n'arrêtera pas de pleurer. Quand les factures s'accumuleront. Quand la vie cessera d'être parfaite. Sa voix s'est brisée. Que se passera-t-il quand je ne serai plus utile? Cette question restait en suspens. Me quitteras-tu aussi? Nos enfants. Te réinventeras-tu encore? Diras-tu à ta prochaine fiancée que nous n'avons jamais existé? Il resta silencieux. Répondez-moi. C'est ridicule. Tu écoutes une ex-aigrie au lieu de moi. J'écoute une mère qui a élevé votre fille seule. Qui a cumulé 3 emplois. Qui a suivi une formation d'infirmière pendant qu'il dormait. Qui a bâti sa vie à partir de rien parce que vous l'avez laissé sans rien. Je me suis couvert la bouche. Elle a compris. Elle a vraiment compris. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit que j'avais un choix qu'elle n'a jamais eu. Je peux partir avant d'être piégée. Avant d'avoir des enfants. Avant que des années de ma vie ne disparaissent pour quelqu'un qui ne les valorise pas. Bébé, s'il te plaît. Ne m'appelle pas comme ça. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Je l'ai entendu essayer une autre tactique. Il était furieux. Vous faites une énorme erreur. Vous jetez par la fenêtre tout ce que nous avons construit à cause d'une histoire. Ce n'est pas une histoire. C'est la vérité. Et la vérité, c'est que tu n'es pas celui ou celle que tu prétendais être. Et je ne vais pas passer ma vie à me demander quand tu feras comme si je n'avais jamais existé. Catharsis. Pure catharsis. Le mariage est annulé. Vous ne pouvez pas être sérieux. Je n'ai jamais été aussi sérieuse. Je ne t'épouserai pas. Pas aujourd'hui. Jamais. Elle a raccroché. Le café était silencieux. Tout le monde avait écouté. Puis, lentement, quelqu'un a commencé à applaudir. Puis un autre. Puis tout le café a éclaté en applaudissements. La mariée m'a regardé, le mascara coulant, la robe de mariée froissée, et elle a ri. Elle a vraiment ri. J'étais sur le point de l'épouser, murmura-t-elle. J'étais à 2 doigts de commettre la plus grosse erreur de ma vie. Mais tu ne l'as pas fait, ai-je dit. Tu as choisi toi-même. Dehors, j'imaginais le chaos. Le lieu de la réception. Les invités. Lui, exposé devant tout le monde. La justice. Pas la vengeance. La justice. Nous sommes restés assis dans ce café pendant encore 1 heure. Les applaudissements se sont tus. Les autres clients ont repris le cours de leur vie. Mais nous sommes restés. Tu le détestes? Demanda-t-elle doucement. J'y ai pensé. J'y ai vraiment pensé.
Oui. Pendant des années, je l'ai haï de tout mon être. Cette haine me réchauffait les nuits froides. Elle me donnait de la force quand je voulais abandonner. C'était le feu qui me poussait à aller de l'avant. Elle écoutait de tout son corps. Mais la haine est épuisante. C'est comme porter un rocher en haut d'une colline chaque jour. Finalement, on réalise que c'est nous qui sommes écrasés par le poids, pas lui. Il va bien. Il a tourné la page. Il vit sa vie. La seule personne qui souffre de votre haine, c'est vous. C'était la vérité que j'avais apprise à la dure. Alors, quand as-tu cessé de le détester? Le jour où j'ai réalisé que Daniel me regardait. Ce moment m'est revenu clairement. Daniel avait 7 ans. Nous étions en voiture. Une chanson passait à la radio, une chanson que son père écoutait souvent. Sans réfléchir, j'ai changé de station et j'ai dit quelque chose d'amer. Daniel m'a demandé pourquoi je n'aimais pas cette chanson. J'ai répondu qu'elle me rappelait son père. Il s'est tu. Puis il a demandé, « Maman, est-ce que tu détestes mon père ?» Les yeux de la mariée se remplirent à nouveau de larmes. Je voulais dire oui. Je voulais énumérer toutes les raisons. Mais j'ai regardé ce petit garçon de 7 ans, ce bel enfant qui partageait l'ADN de son père, et j'ai réalisé que si je lui apprenais la haine, je donnerais à son père un pouvoir sur nous deux pour toujours. C'était le changement. La transcendance. Alors je lui ai dit la vérité, mais différemment. J'ai dit que son père était quelqu'un qui avait fait des choix qui nous avaient blessés. Mais ces choix étaient liés à sa propre peur et à sa faiblesse, et non à la valeur de Daniel. Et que nous pouvions choisir de ne plus porter ce fardeau. Le pardon n'est pas pour eux. Il est pour vous. Daniel m'a demandé si j'avais pardonné à son père. J'ai répondu que j'y travaillais. Ce pardon ne signifie pas que ce qu'il a fait était acceptable. Cela signifie simplement que je ne laisse plus ses actes contrôler ma vie. La mariée hochait la tête, la compréhension se lisant sur son visage. C'est à ce moment-là que tout a changé. J'ai arrêté de consulter ses réseaux sociaux. J'ai arrêté d'imaginer des scénarios de vengeance. J'ai arrêté de raconter l'histoire comme si j'étais une victime. J'ai commencé à la raconter comme si j'étais une survivante. Les mots ont leur importance. Les histoires que nous nous racontons ont leur importance. Et le plus fou? Une fois que j'ai lâché prise sur la haine, j'ai eu tellement plus d'énergie. De l'énergie pour Daniel. Pour ma carrière. Pour construire la vie que je voulais vraiment, au lieu de celle qui m'était due. Elle a tendu la main par-dessus la table et a pris la mienne. « Tu m'as sauvé, murmura-t-elle. Tu m'as sauvé d'années de souffrance. » J'ai secoué la tête. Non. Tu t'es sauvé toi-même. Je t'ai juste dit la vérité. C'est toi qui as choisi d'écouter. C'était important. Elle devait s'approprier son pouvoir. La plupart des gens auraient ignoré la lettre. La plupart auraient maintenu le mariage car tout était déjà prévu. Parce qu'ils avaient déjà dit oui. Parce que renoncer semblait plus difficile que de rester. Mais elle ne l'a pas fait. Tu as choisi la vérité plutôt que le confort. Il faut un courage que la plupart des gens ne trouvent jamais. Elle pleurait, mais elle souriait maintenant. Que va-t-il se passer maintenant? Je ne sais même plus qui je suis sans lui. Nous avons été ensemble pendant 2 ans. J'avais construit tout mon avenir autour de lui. J'ai reconnu cette peur. Je l'avais vécue. Maintenant, vous allez découvrir qui vous êtes, ce que vous voulez, ce dont vous êtes capable. Et ce sera à la fois terrifiant et libérateur. Elle s'essuya les yeux. Vous aurez des moments de doute. Des nuits où vous vous demanderez si vous avez fait le bon choix. On vous dira que vous avez surréagi. Que tout le monde mérite une seconde chance. Que vous avez gâché une belle opportunité. C'était inévitable. Mais voici ce que vous devez retenir. Un homme capable d'effacer la mémoire de son propre enfant peut effacer la mémoire de n'importe qui. Le caractère ne change pas simplement parce que les circonstances changent. Et vous méritez quelqu'un dont le pire jour ne signifie pas abandonner ceux qui ont le plus besoin de lui. Vérité universelle. Vérité simple. La leçon à tirer ici ne le concerne pas. Elle vous concerne. Elle concerne la connaissance de votre valeur. Elle concerne le refus de vous contenter de quelqu'un qui considère l'amour comme conditionnel. Elle m'a serré la main. « Tu vas bien ?» ai-je demandé. Elle a ri à travers ses larmes. Je ne sais pas. Mais je serais mieux lotie que si j'avais été mariée à lui. La vérité. Et un jour, quand tu rencontreras quelqu'un qui est toujours présent, qui ne fuit pas quand les choses se compliquent, qui te voit et te choisit chaque jour,
tu comprendras pourquoi cela devait arriver. Elle hocha la tête. Puis-je vous poser une question? N'importe quoi. Crois-tu vraiment au pardon? J'ai pensé à Daniel. À la vie que nous avions construite. Au chemin parcouru. Je crois qu'il faut lâcher prise. Je crois que garder rancune, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre en meure. Je crois que certaines personnes ne méritent pas le pardon, mais je mérite la paix. Et voilà. La sagesse acquise par la souffrance. La paix n'est pas synonyme de pardon. La paix, c'est décider qu'ils n'ont plus le droit de squatter vos pensées. Elle avait compris. Je pouvais le voir dans ses yeux. Dehors, le soleil se couchait. Le mariage qui n'avait jamais eu lieu était probablement terminé. Les invités étaient sans doute en train de bavarder. Sa réputation était probablement ruinée. Mais dans ce café, une femme avait choisi de se choisir elle-même. Et c'était tout. Je pliais à nouveau le linge. La même routine. Le même appartement, même si nous avions déménagé dans un plus grand l'année dernière. Daniel était à l'école. Mon service ne commençait que dans 2 heures. Mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas l'ouvrir. Mais quelque chose m'a poussé à cliquer. C'était une photo. La mariée, non, plus la mariée. Juste une femme. Elle s'appelait Sarah. Elle se tenait devant une université, tenant ses papiers d'admission. Études supérieures. Psychologie. Elle souriait. Le message disait « Je commence dans 2 semaines. Merci de m'avoir montré à quoi ressemble la force. » J'ai longuement contemplé cette photo. Elle avait fait son choix. Et maintenant, elle construisait la vie qu'elle désirait vraiment. Daniel est rentré cet après-midi-là avec une autorisation parentale. Sortie camping père-fils. Il y avait une ligne, signature du parent et tuteur. Il me l'a tendue sans hésiter. « Tu viens, maman? Je sais que c'est marqué père-fils, mais vous êtes tous les deux là. » Tous deux. Père et mère. Tout. Bien sûr que je viendrai, ai-je dit. Il m'a serré fort dans ses bras. Tu es le meilleur parent qu'on puisse avoir. Et voilà. La boucle était bouclée. Il y a 7 ans, j'étais brisé sur le sol d'une salle de bain, convaincu que je n'étais pas à la hauteur. Aujourd'hui, je suis à la hauteur. Plus que suffisante. La lettre que j'ai écrite à Sarah, celle qui a empêché un mariage, n'était pas une question de vengeance. Elle parlait de vérité. D'une femme tendant la main par-dessus le vide pour sauver une autre de la même douleur. Nous passons une si grande partie de notre vie à protéger des secrets, à cacher nos cicatrices, à faire semblant d'aller bien alors que nous sommes au bord du gouffre. Et si nous disions la vérité? Et si nous tendions la main à la personne qui se trouve là où nous étions et lui disions « J'ai survécu. Toi aussi, tu le peux. Tu n'es pas obligé de faire les mêmes erreurs. » C'est là le vrai pouvoir. Non pas dans la souffrance, mais dans la parole. J'ai imprimé la photo de Sarah et je l'ai mise sur mon réfrigérateur, juste à côté du dessin de Daniel et de mon diplôme d'infirmière. Des rappels. Des preuves. La preuve que nous sommes plus forts que nous le pensons. Ce soir-là, Daniel et moi avons préparé le dîner ensemble. Rien d'extraordinaire. Des spaghettis en boîte. Du pain à l'ail surgelé. Mais c'était notre dîner. Fait maison, à partir de rien, avec amour. Alors que je le bordais, il m'a posé la question qu'il posait quand il était petit. « Maman, tu crois que mon papa pense parfois à moi? » Avant, je mentais. Maintenant, je dis la vérité. Peut-être. Mais ça n'a plus d'importance. Parce que tu m'as, et je t'ai, et nous sommes entiers tels que nous sommes. Il sourit et ferma les yeux. Et j'ai réalisé que je n'attendais plus rien. Ni des excuses. Ni une conclusion. Ni qu'il devienne le père que Daniel méritait. J'étais libre. L'histoire qui a commencé par l'abandon s'est terminée par la plénitude. L'histoire qui a commencé par une lettre s'est terminée par 2 femmes qui se choisissent elles-mêmes. L'histoire qui a commencé par la douleur s'est terminée par la paix. Et maintenant, je vous le demande. Quelle vérité protèges-tu? Quelle blessure caches-tu? Quelle version de toi-même prétends-tu être par peur du jugement des autres s'ils découvrent ta véritable personnalité? Nous avons tous une lettre à écrire. Une vérité à dire. Une personne à avertir, à aider ou à sauver. Peut-être est-ce pour quelqu'un d'autre. Peut-être est-ce pour votre jeune moi. Peut-être est-ce pour la partie de vous qui est encore assise sur le sol de cette salle de bain, convaincue que vous ne survivrez jamais à cela. Mais voici ce que je sais.
Tu survivras. Tu reconstruiras. Tu deviendras quelqu'un que tu n'aurais jamais imaginé pouvoir être. Non pas parce que vous êtes spécial, mais parce que vous êtes humain. Et les humains sont extraordinaires pour survivre à l'insurmontable. Alors racontez votre histoire. Écrivez votre lettre. Choisissez-vous. Parce que quelque part, quelqu'un a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Que quelqu'un d'autre a emprunté ce chemin et a réussi à atteindre l'autre rive. Et peut-être, qui sait, votre vérité sera ce qui les sauvera. Je n'ai pas été invité au mariage de mon ex. Mais ma lettre a empêché cela. Et ce faisant, j'ai sauvé une femme d'une vie qui a failli me détruire. Voilà le pouvoir de la vérité. Voilà le pouvoir de tendre la main en arrière pour faire progresser autrui. Que allez-vous faire du vôtre? Si cette histoire vous a touché, si vous avez vécu une situation similaire, si vous comprenez ce que signifie se reconstruire à partir de rien, vous n'êtes pas seul. Partagez cette histoire. Qu'elle atteigne la personne qui en a le plus besoin. Car quelque part, quelqu'un est assis dans un café, une lettre à la main, en train de prendre la décision la plus importante de sa vie. Et votre histoire, oui, la vôtre pourrait bien être celle qui les sauvera.